Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dépictura. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais les 3 derniers épisodes m'ont laissé particulièrement sensible au charme des belles et de la belle nature. Alors pourquoi ne pas poursuivre cet élan? L'œuvre dont nous allons parler m'a tout de suite plu, mais contrairement à ce que certains pourraient penser, je ne l'ai pas découverte lors de l'exposition de Basille qui s'était tenue au musée d'Orsay en 2017. C'est en cours que je l'ai vue pour la première fois. Ce n'est pas le genre de peinture extrêmement connue au sens où nous l'entendons habituellement, de celle que l'on a abordée enfant dans un livre d'histoire générale ou pastichée dans une bande dessinée. Elle est à mon sens restée à l'image de son auteur, particulièrement inaperçue aux yeux du grand public, mais c'est le genre de toile qui mériterait d'être redécouverte et que je n'arrive plus à considérer autrement que comme la plus réussie du peintre, son chef-d'œuvre. Alors arrêtons-nous un instant pour admirer cette splendide vue de village. En 1852, la France entre à la suite d'un coup d'État sous le Second Empire, un régime gouverné par Napoléon III, fils d'Hortense de Beauharnais et de Louis-Napoléon Bonaparte. Cet empereur est par conséquent le neveu de Napoléon Ier qui a laissé entre autres de nombreux monuments dans la capitale française. Par l'intermédiaire du baron Haussmann, Napoléon III fit donc engager un chantier faramineux afin d'aménager Paris, ouvrant de larges voiries. Il entreprit également l'établissement du chemin de fer, laissant une empreinte tout aussi durable de son règne que celui dont il se voulait l'héritier direct. Si l'Angleterre, en comparaison, a subi depuis longtemps ces mutations, la France, elle, enclenche seulement le processus sur son territoire. C'est d'autant plus flagrant que les tubes de peinture en étain, l'une des inventions majeures de l'histoire de l'art, ne s'importèrent en France qu'en 1853, alors que les artistes anglais comme Paul Sandby avaient déjà le loisir de parcourir leur pays et de réaliser des œuvres directement sur place. Seulement, cette avancée ne s'accordait pas avec l'apprentissage des peintres et la réalisation de leurs œuvres en atelier, ce qui a révélé les faiblesses d'un système académique de plus en plus dépassé, essoufflé par les attaques de jeunes artistes continuellement refusés d'exposer au salon. En 1863, devant les cris de détresse de ces derniers, qui provoquèrent un immense scandale, Napoléon III, qui était surtout pressé de faire bonne figure, usa de son autorité et décida la création d'un salon des refusés, dans lequel un groupe de jeunes artistes, inspirés par l'exemple du déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet, se décidèrent de s'aventurer en plein air pour chercher directement à la source des motifs pour leur peinture. Encore une fois, c'est sous la volonté de l'empereur et grâce à son intervention que la France emprunta définitivement le chemin de la modernité. Ensemble, ces artistes ont constitué le noyau du groupe impressionniste, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir et Frédéric Bazille. Dans un premier temps, Bazille suit ses camarades dans la forêt de Fontainebleau et en Normandie, mais il se replie vite dans son cadre familial, à Méric, attiré par la lumière du sud de la France. Il choisit donc le plus souvent ses modèles parmi les membres de sa famille. Dans la robe rose, par exemple, c'est l'une de ses cousines qui pose. Il n'est donc pas impossible que ce soit la même, ou plus probablement une autre d'entre elles, qui se prêta au jeu dans la toile qui nous intéresse ici, réalisée en 1868. Elle est intitulée Vue de village, car elle offre à l'arrière-plan une vue sur Castelnau-le-Lez, une municipalité située près de Montpellier, juste en face de la résidence et de l'exploitation agricole de la famille Bazille, qui a servi de paysage au peintre au moins à 3 reprises. Dans la robe rose, réunion de famille et bien sûr vue de village. On reconnaît d'ailleurs très bien le clocher de son église Saint-Jean-Baptiste, encore visible aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, il est important de souligner quelque chose. Bazille, s'il est parti dans le sud, revient assez régulièrement à Paris pour présenter ses œuvres, mais aussi pour continuer de travailler avec Monet et Renoir. Bazille partage les mêmes idéaux et les mêmes rêves de reconnaissance que ses amis. Il conçoit, il s'exerce, il peint à leur côté, dans une pratique qui correspond déjà à la logique du groupe des impressionnistes, même s'il ne se nomme pas encore ainsi. Voyez comment Sisley dépeint ce héron aux ailes déployées, que Bazille interprète dans la même pièce, et qui est lui-même croqué par Renoir en train de faire sa nature morte au héron. C'est donc assez normal de le voir contribuer à l'élaboration de 2 projets majeurs de son ami Monet, celui du déjeuner sur l'herbe, un hommage évident à Manet qui resta inachevé, mais pour lequel il servit en tant que modèle. Et enfin celui des femmes au jardin, une toile réalisée en grande partie en plein air, pour laquelle il a apporté des photographies qui ont beaucoup aidé Monet lors de la conception de cette œuvre, aux dimensions aussi grandes que la précédente, ce qui a nécessité de surcroît la préparation d'une tranchée et d'un système de poulies pour permettre à Monet de conserver le même point de vue quelle que soit la surface qu'il travaillait. Certes, la vue de village n'a pas contraint Bazille à de telles dispositions, toutefois sa part active dans les projets de Monet prouve son intérêt particulier dans l'exploration d'un sujet au caractère neuf, le portrait en plein air. Il n'est pas étonnant de le voir réfléchir lui-même à des compositions extérieures qui prennent pour cadre la nature et sont même en grande partie réalisées sur le motif. L'exemple que l'on avance le plus couramment est celui de la réunion de famille, dont les membres s'offrent au regard du spectateur sur la terrasse de Méric. Mais notre vue de village s'inscrit également dans cette lignée. Plus tôt, je vous ai dit que cette jeune femme était l'une de ses cousines. C'est à demi vrai car il ne s'agit pas d'elle.
Toutefois, dans la lettre du 17 juillet 1865 qu'il adresse à son père, Basille avait bien prévu de lui demander de poser « J'ai l'intention de faire avec elle un tableau dans le genre de celui de l'année dernière, c'est-à-dire la robe rose ». Mais dans cette même lettre, un peu plus haut, il craignait d'importuner cette chère Pauline. C'est donc vers la fille du métayer italien, qui travaillait pour ses parents, que Basille s'est tourné. « Il me tarde d'être au travail Amérique, je compte faire poser la petite de Saint-Sauveur. » Il ajoute cependant « Mais j'aimerais bien avoir aussi un petit modèle de jeune fille avec une jolie figure et de jolies mains. » Cela veut dire que la fille du métayer n'était pas une beauté ou c'est moi? Gouja! Plus sérieusement, cette dernière partie nous laisse supposer de l'éventuel concours d'une autre personne, et pourquoi pas de sa cousine, même si sa participation fut plus limitée que ce qu'il voulait. Cela reste possible. D'autant que la posture de la jeune femme au centre de la réunion de famille y ressemble étrangement. Enfin, il y a la question de l'héritage plus ou moins direct. De quel exemple, dans son entourage artistique quotidien, le tout jeune artiste Basille a pu s'inspirer pour le guider dans l'entreprise de cette toile? Très certainement celui qui leur a montré la voie d'une nouvelle peinture. Manet, qui fréquente avec cette génération qui le porte au nu le café Garbois. Même si elle n'est pas réalisée sur le motif, comme il est d'usage de le dire, mais en atelier, la toile du déjeuner sur l'herbe représente néanmoins un extérieur, et est à l'origine des deux projets de Monet. D'autres œuvres de Manet peuvent toutefois avoir exercé un souvenir fort, inconsciemment ou non, dans les pensées de Basille. Effectivement, le nœud habillant la gorge du modèle n'a naturellement pas la même signification, mais ressemble presque au ruban qui serre le cou de Victorine Meurent dans Olympia, une toile visible à partir de 1865. Nous pourrions peut-être ajouter cette sorte de note espagnole, avec la fleur rouge coincée dans les cheveux, ou encore d'autres toiles de Manet. Une composante passe en lien avec les atours du modèle de la vue de village, qui a pu être provoquée à l'origine par le mariage de l'empereur avec Eugénie de Montero. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce dernier point, c'est purement mon sentiment. Ceci étant dit, il est grand temps de passer à l'étude de la composition. Cette peinture nous dévoile la vision d'une jeune femme assise à l'ombre, en haut d'une colline boisée des environs du petit village qu'est Castelnau-le-Lez. Nous, spectateurs, nous trouvons auprès d'elle, qui retient l'essentiel de notre attention. Mais ceci ne s'explique pas seulement par sa proximité immédiate, ou par le fait qu'elle constitue l'unique présence humaine de la toile. Basille a recours à de nombreuses astuces structurelles pour établir et fixer notre regard dans cette zone. En considérant tout d'abord le format très allongé du support, les diagonales s'imposent intuitivement pour tenter de comprendre la construction de l'œuvre. Même si la silhouette du modèle ne s'accorde pas totalement avec elle, comme vous le voyez, les diagonales ont tout de même l'avantage de s'en rapprocher. Au-delà, elles ne se rattachent à rien de précis dans la végétation ou le village, et se perdent finalement dans le ciel. Les médianes, elles aussi, sont utiles. La verticale vient lécher la joue de la jeune femme, le fait qu'elle se tourne vers nous est ainsi accentué, tandis que l'horizontale coupe ses yeux, ce qui nous conduit fatalement à croiser son regard. Son emplacement est ainsi très rigoureusement millimétré, et concrètement, Basille ne nous laisse pas le choix, il nous happe et dirige immédiatement notre intérêt sur le personnage. Petite question, d'après vous, qu'est-ce qui nous permet de savoir que cette personne est proche de nous? C'est une vraie question, vous pouvez faire la pause et chercher. Alors, vous avez trouvé? Puisque 3 réponses étaient attendues. La plus facile d'entre elles était la taille. Bien que la hauteur de la toile tende à l'écraser, ce personnage occupe malgré tout un peu plus de la moitié de celle-ci. La seconde, c'est la précision de certains éléments que l'on peut remarquer comme les motifs de la robe ou encore le bijou discret à l'oreille, qui aurait été indiscernable si la figure avait été distante. Enfin, il y a bien sûr l'interruption de la robe et du ruban qui débordent du cadre et s'étendent là où nous ne pouvons pas les observer. En outre, elle côtoie la bordure de la toile et se tient dans un espace très restreint. C'est la raison pour laquelle sa posture, bien que tournée de biais, est droite, en suivant prudemment la médiane verticale. Physiquement, elle dessine une courbe très étirée à droite, ainsi qu'une autre plus lobée à gauche, que nous pourrions schématiser par ces lignes, auxquelles s'ajoute son assise pour constituer une composition pyramidale. De cette manière, elle paraît isolée, mais le tronc du pin, immédiatement derrière elle, nous permet de sortir de l'observation du portrait, et d'ainsi se remémorer la hauteur de la toile, que cet arbre parcourt presque intégralement. Sa portion supérieure côtoie le bleu du ciel, duquel se détache très distinctement une branche dirigée vers la gauche. Elle s'élève et sort du cadre de la toile, empêchant notre regard d'aller beaucoup plus haut et le faisant d'un autre côté retomber vers le sol. Avec cet oblique, effectué par notre œil mais pas moins délimité, nous englobons l'autre sujet de l'œuvre, celui qui lui donne son titre, la vue sur le village de Castelnau-le-Lez. Basille a choisi un angle de vue facilitant notre approche dans la mesure où un chemin transversal vient couper le paysage aux abords des habitations. Créant 2 angles dans les champs, un second chemin nous incite à regarder au-delà du premier. La commune semble érigée sur un relief incliné, plongeant vers la droite. Au-dessus de la ligne d'horizon, nous pouvons d'ailleurs remarquer 3 collines plus ou moins distantes les unes des autres, qui accentuent cet effet. Selon notre angle de vue, l'agencement général du bourg, qui suit le dénivelé de cette pente, sous-entend que les bâtiments ont au moins une façade orientée vers le tronc d'arbre.
Ceci nous pousse à monter de nouveau en suivant la branche, qui nous reconduit sur le chemin, et ainsi de suite. Comme pour le portrait, nous avons donc affaire à une partie qui se suffit à elle-même, si bien que cette ligne agit comme une séparation claire entre portrait et paysage, tandis que le peint, lui, est leur trait d'union, la passerelle qui relie ces deux genres. Maintenant que nous avons vu le caractère très réfléchi de l'œuvre en fonction de l'intégration du portrait dans le paysage et de la contemplation du paysage depuis le portrait, il est temps de prendre un peu de recul et de considérer l'œuvre dans son ensemble. De rechef, Basile a su concevoir une merveille structurelle. Le premier plan est introduit par un promontoire de terre sur lequel nous semblons prendre appui et qui sert également d'assise au modèle, établissant de fait une zone très stable qui assure la transition entre le monde peint et le monde réel. Immédiatement après, le spectateur se rend compte de l'inclinaison du sol grâce aux arbres en contrebas. Mesurant peut-être la sensation de vertige qui peut le prendre, il se raccroche au regard du modèle qui l'empêche de basculer dans le vide. La présence du personnage agit donc comme un point d'ancrage à partir duquel il peut plus sereinement apprécier le reste de la toile. Mais il ne se perd pas pour autant dans le ciel, de fait assez restreint. La branche et la très nette délimitation de l'horizon, comme nous l'avons vu, le ramènent toujours à l'observation du village. Un autre chemin un peu détourné mais en réalité très simple à comprendre nous y conduit. L'essentiel du corps du modèle occupe un espace qui correspond à la moitié centrale de la surface de l'œuvre. Alors qu'à droite, le quart de la composition est assez fortement marqué par la présence de l'arbre, le rôle du quart gauche, lui, est autrement plus subtil. Pour le comprendre facilement, il nous faut partir de la médiane verticale à laquelle nous joignons la moitié de la médiane horizontale, que nous poursuivons ensuite jusqu'à atteindre cette limite précise. Nous remarquons à ce moment que l'angle de ce carré, ainsi formé, se perd certes dans le cours d'eau, mais surtout dans un espace déchargé d'informations de notre point de vue de spectateur sur une colline, puisqu'il s'agit du vide que les arbres n'occupent pas. La nature ayant horreur du vide, notre œil est instinctivement poussé à passer rapidement cette zone, volontairement mise en évidence par la position de la jeune femme. Et nous nous rendons compte encore une fois que tout fonctionne ensemble. La courbe qu'elle dessine ainsi de ce côté se place directement sous le tronc de gauche, qui offre de possibilités. Notre œil peut rejoindre la terre ferme depuis les champs de blé et atteindre le village par le côté en coupant la route qui le borde. Ou alors, la médiane horizontale avec le quart gauche et la hauteur du personnage le pousse intuitivement à traverser en vitesse le cours d'eau. Dans ce cas, l'œil retombe en suivant grossièrement les fêtes des arbres, lèche le crâne de la jeune femme, puis il remonte jusqu'à l'arbre de droite, opérant de nouveau le parcours que nous avons déjà vu. Du fait de son sujet, ou parce qu'elle ne regorge pas de beaucoup d'éléments, l'œuvre paraît presque simple, et pourtant grâce à la grande ingéniosité déployée que j'ai tenté de vous dévoiler, elle n'a pas besoin de plus. Il en résulte une construction à laquelle on n'échappe pas, une œuvre donc très facile à aborder tant elle est claire, et surtout une peinture très agréable. Nous avons déjà pu évoquer brièvement la réalisation majoritairement menée en plein air des femmes au jardin de Monet. Il est donc inévitable de se poser la question ici, la vue de village de Basile a-t-elle été peinte comme elle sur le motif ? Compte tenu de l'écart conséquent des dimensions, cela ne paraît pas absurde, surtout si l'on considère tout le mal que s'est donné Monet pour pouvoir peindre en grande partie sur place, malgré les contraintes. Basile pouvait tout à fait s'en donner les moyens lui aussi et de très loin. Mais si l'on s'en tient aux propos de Basile, tirés de la correspondance abondante qu'il entretenait avec ses parents concernant sa scène d'été, nous apprenons qu'il était parfaitement capable d'au moins concevoir un sujet estival, même piégé à l'intérieur de son atelier parisien par le froid de l'hiver 1869. Je compte beaucoup travailler Amérique, j'ébauche même un tableau ici pour n'avoir plus qu'à le finir là-bas. Alors que cette toile n'est pas beaucoup plus grande que Vue de village et certainement pas autant que Les femmes au jardin, il est pourtant presque certain qu'il ait entrepris l'ébauche sur le support, voire la couche préparatoire, dans cet atelier parisien, c'est-à-dire loin du soleil méridional de sa région natale, simplement guidé par ses croquis et ses souvenirs des abords du Lez. Tout cela est appuyé par les personnages des baigneurs, qui semblent se détacher des œuvres réalisées proprement à Montpellier. En effet, seules 4 figures laissent voir leur visage. L'un d'entre eux possède même à peu de choses tout ce qui le résume dans son faciès et sa posture dès les études préparatoires. Ceci indique que Basile avait recours à des modèles professionnels, puisqu'il en avait les moyens financiers, contrairement à ses amis, ou qu'il aurait pu faire appel à sa connaissance purement intellectuelle de l'anatomie, dont il reçut des cours dans l'atelier de Charles Glair, afin d'échafauder un corps de toutes pièces. Bref, ce sont des personnages qui ne sont pas destinés à être identifiés, ils sont anonymes et n'illustrent pas des connaissances de Basile. Or, la vue de village, comme d'autres toiles réalisées dans le cadre familial, offre, lui, un visage très reconnaissable. Bien entendu, Basile avait déjà réalisé une œuvre grâce au concours d'un parent qui ne montre aucun visage, mais la robe rose date de 1864, soit 1 an juste avant le projet du déjeuner sur l'herbe de Monet, 4 ans avant la réunion de famille. Il est tout à fait envisageable que Basile ne prévoyait pas encore de faire de véritables portraits en plein air. S'il avait voulu faire un visage à ce moment, il l'aurait fait. Cela n'était pas son intention, tout simplement. La figure de la robe rose doit donc davantage être vue comme une forme presque neutre qui ne possède pas les propriétés d'un portrait et qui n'est qu'une étape très précoce dans la quête de Basile de vouloir conjuguer ce genre au paysage.
Compte tenu de toutes ces réflexions, Vue de village passe a priori pour avoir bien été réalisé sur le motif. Il y a bien eu pose de modèles et Basile comptait travailler dans le parc de Méric, mais où précisément? Nous pouvons voir ici que le domaine des Basilles se place de l'autre côté du Lez par rapport à Castelnau, et qu'il n'y a finalement qu'une petite portion de celui-ci qui fait directement face à l'église Saint-Jean-Baptiste. Or, la vue de village ne nous donne pas le sentiment d'une situation aussi proche. Ensuite, la façade de l'église n'est pas observée de façon frontale. Et enfin, le Lez va vers le village au lieu de le border. Ainsi, on peut raisonnablement estimer la position de Basille au niveau de l'actuelle rue de Ferrand. À sa droite, le cheminement du fleuve et la colline boisée finissent par obstruer sa vision, tandis qu'à sa gauche, son œil coupe les deux routes avant leur jointure, et pousse très loin au-delà en captant toutes les habitations. Vue de village semble donc avoir été intégralement réalisée sur le motif, à la différence des baigneurs. En revanche, ce qu'ils nous ont apporté, c'est la capacité de projection stupéfiante de Basille, qui s'imagine déjà précisément la tonalité générale de sa scène dans un milieu complètement opposé et en hiver. Il avait assurément une connaissance aiguë de ce milieu naturel. Cette lumière était la sienne, celle de son enfance et son refuge régulier lorsqu'il quittait Paris. Ceci ne pouvait que faciliter l'application des couleurs une fois sur place. Conformément à ce que nous avons déjà noté sur le plan structurel, Basille a encore une fois réalisé un mariage heureux, une osmose chromatique parfaite entre le portrait et le paysage. Il a pourtant lutté pour rendre la figure, assise à l'ombre, plus attrayante que la lumière chaude de l'arrière-plan. Une lumière apportée de surcroît par un soleil assez fort qui vient, depuis la partie supérieure gauche, frapper les façades des maisons, faire ressortir la végétation et le fleuve. Le Lez en contrebas offre une autre plage de couleurs au milieu de la terre ferme, mais plus vive que celle du ciel restreint. Ce bleu languedocien, accolé à l'or des champs et à la verdure tendre ou profonde des arbres, a pour effet de procurer une vision très juste et fraîche de la campagne, sous ce soleil insistant. Mais la figure devait elle aussi attirer l'œil. Or elle est à l'ombre dans la partie la plus obscure de la surface peinte, mais qui est heureusement la plus proche. Basille a donc employé du blanc pour la robe et des teintes plus tranchées qu'à l'arrière-plan, du rose, du mauve et du rouge, tout comme le bonbon que Baudelaire a voulu voir en Lola de Valence. Le blanc ne sert pas seulement à traduire les volumes de la robe en prenant une teinte de plus en plus grisée, il est également utilisé pour indiquer les variations lumineuses, d'une part sur la matière et d'autre part à travers le feuillage. De cette façon, la figure se détache véritablement du paysage, sans pour autant le supplanter. Berthe Morisot, dans une lettre adressée à sa sœur Edma, le 1er mai 1869, arrive à ce même constat. Le grand Basille a fait une chose que je trouve fort bien. C'est une petite fille en robe très claire, à l'ombre d'un arbre derrière lequel on aperçoit un village. Il y a beaucoup de lumière, de soleil. Il cherche ce que nous avons si souvent cherché, mettre une figure en plein air. Cette fois, il me paraît avoir réussi. Ce témoignage est important. Il cherche ce que nous avons si souvent cherché, et il y parvient en premier. Berthe Morisot voit dans Vue de village rien de moins que la première grande victoire de Basille dans sa conquête du soleil, dans la conquête du soleil par les impressionnistes. Bien évidemment les projets de Monet, mais aussi les propres recherches de Basille, à commencer par la robe rose, qui présente une atmosphère, une intention très différente, et un traitement de la lumière beaucoup moins convaincant. La figure est beaucoup trop tranchée, son emplacement perturbe la contemplation de Castelnau, pourtant si près. Non, la vue de village s'inscrit davantage dans une seconde phase d'expérimentation, et sans doute même déjà de maturité, dans laquelle nous comptons le pêcheur à l'épervier, et bien sûr les baigneurs. La touche de Basille y est autrement plus libre tout en étant rugueuse, peut-être un peu franche, mais aussi précise et spontanée, voire apaisée. Un mélange naturellement minutieux qui n'a pas manqué de faire remarquer à Henri Faucillon une sorte de qualité sévère qui ne l'empêche pas d'être heureux, au point que ce même auteur a su percevoir la véritable valeur du peintre. Il appartient lui aussi, non comme un débutant doué, mais comme un initiateur et comme un maître, à l'histoire de cette renaissance de la peinture française qui rétablit l'accord entre l'homme, la nature et la lumière. Cet accord est ce qui a déterminé la fortune critique de Vue de village dans le cercle impressionniste. Nous en retrouvons l'écho, lointain ou revendiqué, dans les œuvres de ses amis comme Renoir et Morisot justement. En revanche, il semble que les familiers de Basille n'appréciaient pas autant que nous cette jeune femme, comme en témoigne la lettre qu'il adresse à sa mère en février 1869. Le tableau de la petite italienne, que vous aviez tous l'air de trouver si mauvais, a eu un succès fou auprès d'une masse de peintres à qui je l'ai montré depuis peu. On m'amène tous les jours quelqu'un, les uns préfèrent l'italienne, les autres l'homme nu. Tout d'abord, Basille définit sa toile de façon assez indifférente sans s'attacher à un titre précis. Ici, la petite italienne, l'italienne, son eau-forte est même baptisée l'arlésienne. Preuve, s'il en est, qu'il ne s'attachait pas à dépeindre une personne proche de lui, et certainement pas l'une de ses cousines, ce qui nous conforte sur l'identité du modèle jusqu'alors avancée. Mais ce que nous révèle surtout ce message, c'est que le succès n'était pas le même à Montpellier qu'à Paris. Les encouragements et les compliments qu'il reçut l'incitèrent à la présenter au salon de 1868.
Si Jérôme s'opposa à cette candidature, Cabanel, l'exact opposé de Manet lors du salon de 1863, mais l'officiel, y fut favorable. Dans l'Écho des Beaux-Arts du 12 juin 1870, Zacharie Astruc la décrit brièvement comme « une femme assise dans un paysage ». Puis il écrit à propos de scènes d'été présentées à ce moment-là « Basille dresse son chevalet en plein soleil pour s'exercer aux magnifiques effets du jour. Basille est déjà maître d'un élément qu'il a conquis, la plénitude étonnante de la lumière, l'impression particulière du plein air, la puissance du jour. Le soleil inonde ses toiles. » Philippe Burti convient à son tour que cette toile est une recherche plus loyale de la lumière telle qu'elle tombe du ciel dans la verte campagne. Bien que cet artiste ne soit pas essentiellement paysagiste, reprend Janine Bailly-Herzberg, les vues en plein air, presque toujours animées, constituent le meilleur de lui-même. Tous ces propos enthousiastes peuvent, vous en conviendrez aisément, s'appliquer à l'œuvre dont nous parlons. Cependant, la mort fauche Basille lors de la guerre franco-prussienne, et il n'a pas le temps de connaître un succès plus grand encore. Cette disparition soudaine aurait pu précipiter l'artiste dans l'oubli total, car ses œuvres furent rapatriées dans le strict cercle familial. Il fallut attendre 1898 pour que Madame Camille Basille, sa mère, fasse don au musée Fabre, dans lequel elle se trouve toujours, de deux de ses peintures, dont Notre vue de village, pour qu'un intérêt naisse parmi les spectateurs et les amoureux de l'art. Cette œuvre fait donc partie, avec le héron aux ailes déployées, des premières véritablement connues du public. C'est en moitié grâce à elle que Frédéric Basille n'a pas sombré dans l'indifférence générale. Au cours de sa brève carrière, il a su endosser des rôles essentiels au sein du groupe impressionniste, dont il est l'un des fondateurs. Comme l'a fait Gustave Caillebotte après lui, Basille achetait lui-même des œuvres de ses camarades pour aider les moins fortunés d'entre eux. Il offrait en plus à Monet et à Renoir de quoi se loger à leur début, soit de façon financière, soit de façon plus concrète en les accueillant. Suite à son refus de 1867, il est même l'un des premiers à songer à une exposition indépendante du Salon, qui surviendra finalement en 1874, soit 4 ans après sa disparition, comme le prouve cette lettre d'avril. « Ma chère mère, voici que j'ai une autre mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mes tableaux sont refusés à l'exposition. Ne vous affligez pas trop de cela n'a rien de décourageant, au contraire. Je partage ce sort avec tout ce qu'il y a de bon au Salon de cette année. On signe en ce moment une pétition pour demander une exposition des refusés. Cette pétition est appuyée par tous les peintres de Paris qui ont quelque valeur. Cependant, elle n'aboutira pas. Dans tous les cas, le désagrément qui m'arrive ne se renouvellera plus, car je n'enverrai plus rien devant le jury. Il est par trop ridicule, quand on sait n'être pas une bête, de s'exposer à ces caprices d'administration, surtout quand on ne tient aucunement aux médailles et aux distributions de prix. Ce que je vous dis là, une douzaine de jeunes gens de talent le pensent comme moi. Nous avons donc résolu de louer chaque année un grand atelier où nous exposerons nos œuvres, en aussi grand nombre que nous le voudrons. Nous inviterons les peintres qui nous plaisent à nous envoyer des tableaux. Courbet, Corot, Diaz, Daubigny et beaucoup d'autres que vous ne connaissez peut-être pas nous ont promis d'envoyer des tableaux et approuvent beaucoup notre idée. Avec ces gens-là, et Monet qui est plus fort que tous, nous sommes sûrs de réussir. Vous verrez qu'on parlera de nous. Si par hasard l'exposition des refusés était accordée, nous ne ferions rien cette année, et notre cercle ne commencerait que l'année prochaine. J'en serais bien aise pour ma part, j'aurai le temps de faire à Montpellier 2 ou 3 tableaux importants. Ne vous effrayez pas, je vous assure que je suis fort raisonnable. Nous avons certainement raison, ce n'est rien moins qu'une révolte de collégiens. Dans la vue intérieure de son dernier grand atelier, peut-être celui auquel il pense plutôt dans la lettre, au 9 rue de la Condamine à Paris et qu'il partage avec ses amis, sa figure, rajoutée par Manet, lui présente ainsi qu'à Monet vue de village. Grand, pour reprendre le terme de Morisot, il l'était par une stature très élancée et distinguée, reconnaissable entre toutes, mais aussi par sa valeur en tant que peintre et en tant qu'homme. Ajoutons que Faucillon le considérait comme l'ami des plus grands et leur égal, car plus qu'une œuvre de jeunesse, le travail qu'il nous a laissé est celui d'un maître précoce ou d'un prodige parti trop tôt. Ce 7e épisode de Dépictora est bien terminé. Merci à celles et ceux qui m'auront suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir découvrir à mes côtés les secrets d'une autre œuvre dans le prochain numéro, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties. Si dans le cas contraire elle vous aura déplu, n'hésitez surtout pas à me laisser dans les commentaires les raisons de votre déception afin de faire progresser l'émission et la chaîne. D'ici là, visionnez, commentez, aimez, désappréciez, créez et réagissez, pourvu que cela soit respectueux et constructif. Alors portez-vous bien et à bientôt. Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle
cœur.